Si vous avez déjà songé à devenir indépendant ou même si vous l'êtes déjà, il y a sûrement une question à laquelle vous vous êtes déjà confronté. Comment fixer son tarif? Et oui, parce que pour avoir un client, il faut le facturer, sinon ça s'appelle un hobby et ça permet pas de gagner sa vie. Mais se poser la question de quel prix on va pratiquer pour ces services, ça peut faire peur quand c'est la première fois qu'on va les vendre. Aujourd'hui, c'est vrai que je me sens plus à l'aise de facturer plus cher en tant que freelance et dans cette vidéo, je voulais justement vous faire un retour d'expérience pour vous aider, vous, à fixer vos tarifs en tant qu'indépendant. Mais c'est même pas moi qui vais vous donner les conseils, c'est quelqu'un d'encore meilleur, c'est dire. Donc si vous voulez apprendre à facturer vos clients plus cher et leur faire une offre qu'ils ne pourront pas refuser, c'est la vidéo dont vous avez besoin et on va commencer tout de suite par les présentations. Fabien Ferreira, je suis à la fois un entrepreneur, à la fois un gros marketeur, donc en fait j'accompagne les entreprises et les indépendants à développer leur business via le digital, principalement LinkedIn. Et donc aujourd'hui, en fait, j'ai à peu près deux types de services. Soit l'accompagnement en direct, effectivement, d'entreprises, soit effectivement une plateforme qui s'appelle le Sales Lab qui nous permet en fait d'aider les indépendants, donc à l'échelle, à développer leurs revenus avec LinkedIn. Bon, maintenant les présentations sont faites. On va passer à la première question. Comment on fait pour fixer son tarif en tant que freelance? C'est une question qui est super intéressante et c'est vrai que c'est une question qui revient tout le temps. Ce qu'il faut savoir, c'est que la première des réponses déjà, c'est de ne pas se vendre au TJM. Donc en fait, c'est pas ce qu'il faut faire déjà, mais c'est ce qu'il ne faut pas faire. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que on a tendance quand on est indépendant, quand on est freelance, en fait, à systématiquement vendre la valeur réelle de son service. Je m'explique. Par exemple, admettons, moi, je fais du marketing. Ce que je vais vendre, en fait, c'est le temps que je vais passer avec l'entreprise, donc à mettre en place, tu vois, des stratégies et mettre en place des actions marketing. Non, faut pas faire ça. L'idée, en fait, c'est que d'un côté, tu vas vendre effectivement la valeur réelle, ton temps, mais tu vas également vendre de la valeur perçue. Tu crées du contenu, tu as créé de la confiance, tu as un personal branding, etc. Ou autrement, tout ce qui est satellite aussi à tes offres. Par exemple, je sais pas, si tu bosses avec moi, je te donne accès à mon WhatsApp pendant un mois. Si tu bosses avec moi, en fait, je te donne accès à une documentation en ligne. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça a très peu de valeur. Enfin, en tout cas pour toi, mais ça a énormément de valeur pour ton prospect. Et donc, il faut le mettre en avant. Donc, soit effectivement, tu te vends plus cher via tout simplement ton branding, la valeur perçue, les gens, ce qu'ils peuvent imaginer de toi en fait. Et aussi, il faut se vendre plus cher par rapport à ce qu'on oublie de vendre dans son package. Donc voilà, comme je le répète, normalement on vend tout le temps la valeur réelle quand on est indépendant, mais on vend rarement la valeur perçue. Et ça, couplé avec une offre un peu unique, ça veut dire qu'effectivement, toi, par exemple, tu fais du TikTok ads, tu vois, et de l'ads de manière générale, ne pas juste dire, voilà, moi je fais des campagnes, tu vois, social ads, etc. À un moment donné, c'est comment tu te démarques de ta concurrence, comment tu sors de ton TJM pour créer un cadre qui est favorable pour effectivement que les entreprises en fait voient vraiment de la valeur et se disent ok, moi je vais bosser qu'avec Gaëtan, avec personne d'autre. Et c'est là où tu peux sortir en fait du prix moyen et te vendre comme une rockstar. Le client, ce qu'il veut, c'est que la valeur soit supérieure au prix qu'il paye. Et toi, de ton côté, tu te dois effectivement, si tu veux augmenter tes prix, d'améliorer la valeur. Et donc, tu améliores la valeur en rajoutant des éléments satellites dans tes offres, en augmentant en fait ta preuve sociale, donc la confiance que les gens ont de toi, donc ton hyper expertise, comment tu communiques sur les réseaux sociaux, etc. Et également en fait sur ton offre, qui peut être vraiment unique, c'est si tu es le spécialiste de TikTok ads, tu vois, sur une niche très très spécifique, bah en tout cas, t'es déjà winner sur le marché. Donc là, tu seras identifié. Et donc après, le prix, en vrai, sera... Je vais pas dire que ça sera... C'est non corrélé, mais en tout cas, les entreprises, elles réfléchissent pas en fait à plus ou moins 1000 euros ou 2000 euros sur un package. Ce qu'ils veulent, c'est bosser avec la bonne personne, avoir confiance, sentir qu'on est drivé, tu vois, etc. Et sentir surtout qu'on va avoir des résultats. C'est un peu compliqué, mais il faut réussir à ne plus être comparable. Et ça aussi, ça part, en fait, on le reprécise pas, mais ça part de bien comprendre sa cible. Donc de ne pas être multi-cible. Tu vois, si tu t'adresses à tout le monde, tu t'adresses à personne. Après, effectivement, comment tu comprends vraiment fondamentalement leurs problématiques. Tu vois, c'est pas juste je fais de la pub parce qu'ils ont besoin de pub. Non, il y a derrière des choses en fait, des fois des désirs inavoués et il faut aller travailler ça pour que derrière en fait tu crées une offre qui soit vraiment une offre, comme je te disais, irrésistible et dans le sens où il y a de la valeur réelle et de la valeur perçue, il y a un gros niveau donc de perception et après derrière tu peux fixer en tout cas presque le prix que tu veux. Ça passera systématiquement. Tu sais, après, ça peut être décorrélé du marché si c'est trop cher. Pour les indépendants, souvent, c'est quand tu te vends pas assez cher, tu te dis en vrai, autant pas le faire parce que la mission, elle m'intéresse pas. Tu vois, je gagne pas assez vis-à-vis de ce que je vais bosser. Et après, quand tu factures trop cher, souvent, tu as aussi la pression de se dire en fait, l'entreprise, en fait, elle veut absolument tel ou tel résultat. Si j'y arrive pas, ça met dans une situation un peu défavorable. Donc, des fois, on aime bien être dans le sweet spot, le truc où effectivement, tu penses que tu prices cool, correctement, avec de fortes marges, ton client il est content. Et en fait, moi, mon sweet spot, pour info, c'était des missions à 6 000 euros. Et ces missions, dans les 6 000 euros, il y avait une journée de travail. Et ça, c'était mon sweet spot. Moi, je sais que je surdélivre systématiquement dans ce package-là.
Je sais que mon client, 6 000 €, il se dit OK pour avoir Fabien en one-to-one, tu vois, pendant un mois, c'est cool. Mais moi, je sais que j'ai calibré, processé, structuré mes offres pour qu'effectivement, ça soit en fait l'équivalent d'une journée de travail. Bon, ensuite, j'ai demandé à Fabien de nous donner ses stratégies à appliquer concrètement pour améliorer son pricing, pour facturer plus cher, hein. C'est l'objet de cette vidéo. On regarde ça tout de suite. Soit il y a l'approche très pragmatique que j'ai expliqué juste avant, en fait, c'est-à-dire tu comprends qui tu cibles, tu analyses leurs besoins. De ce besoin-là, en fait, tu en retires ce qu'ils veulent. Et là, en fait, tu crées tes packages et tu essayes d'augmenter au maximum la valeur perçue. Pour info, le petit conseil, c'est on ne vend pas, enfin moi je ne conseille pas, de vendre des packages à moins de 1 000 €. Tu vois. C'est-à-dire que pour moi, tout ce qui est en dessous 1 000 €, ça s'appelle un lead magnet. Tu vois, l'objectif, effectivement, c'est d'attirer l'attention, de commencer, tu vois, à montrer la pertinence de ton expertise, etc. Mais l'objectif, c'est d'avoir des prix entre 1 000 et 5 000 ou plus, où effectivement, tu vas vendre ça comme des petits pains. Moi, j'aime bien différencier quand même 3 types de freelance. La première, c'est tu te lances. Donc au départ, tu vas vendre ce que tu fais, quoi. Tu vois, c'est en gros, tu vas vendre de l'exécution. Donc au départ, c'est un peu ça. Tu vois, par exemple, tu fais du TikTok ads, tu vas vendre de l'exécution. T'as pas encore énormément de preuves sociales, t'as pas énormément de clients, t'as pas lancé énormément de campagnes, donc t'as pas énormément de retours. Donc tu te lances. L'objectif, c'est de trouver ses premiers clients, c'est d'avoir de la preuve sociale. Donc c'est effectivement commencer à rentrer dans le game. L'objectif en vrai, c'est de ne pas se prendre la tête. Tu te mets sur un prix standard marché et t'essayes d'avoir au moins tes 3 premières missions. Limite, si tu veux avoir des beaux noms, limite tu fais du gratuit. Des fois on le déconseille, mais en vrai c'est honorable de le faire sur 2 ou 3 missions. Juste pour se dire ok, j'ai le logo de 3 par exemple startups, je veux rentrer dans leur univers. Moi ça m'a permis effectivement de comprendre comment eux ils travaillaient et ça m'a permis en fait de voir que mes campagnes par exemple avaient du résultat que je pourrais vendre à d'autres. Première étape, craquer ça. Souvent, donc là, on est encore un peu au TJM, etc. On essaie d'augmenter un peu ses prix. C'est là où tu as des gens, ils sont à 400, 600, 800, peu importe. Après, deuxième étape, tu vas commencer en fait à vendre ce que tu sais. Ça veut dire que là, tu as commencé à craquer des trucs en fait vis-à-vis des boîtes. Tu te dis, par exemple, moi, sur des startups, tu vois, sur de la génération de leads ou quoi, par exemple en TikTok Ads, j'arrive à avoir des résultats. Genre, t'annonces, tu vois, je sais pas moi, un coup par lead, un coup par achat, un coup par ce que tu veux. Tu te dis voilà, moi ça a marché pour eux, ça a marché pour lui, ça a marché pour cette boîte-là. Je m'engage pas sur le résultat, mais en tout cas mon track record c'est que j'ai réussi à faire ça pour d'autres. Pourquoi j'arrivais pas à le faire pour toi? Et là en fait le fait que tu vendes ce que tu sais, bah, les gens vont venir vers toi parce qu'ils vont dire en fait que déjà tu deviens l'expert de ta thématique. Là, c'est important aussi de travailler sur la partie aussi personal branding, la preuve sociale, commençant à avoir ton petit site web où en fait tu pitches un peu qui tu es, ce que tu fais, etc. Donc voilà, en tout cas, les gens commencent à venir, par exemple, dans ton cas, ils viennent chercher Gaëtan. Et après, t'as l'ultime palier, on vient te chercher que toi en fait. C'est même plus une question d'expertise. C'est en fait, moi, en fait, j'ai entendu dire que Gaëtan, c'était le killer sur TikTok Ads. Et en fait, je veux bosser qu'avec lui. Et là, en fait, t'es en mode, t'as un monopole, tu vois, personnel. Parce qu'en fait, aujourd'hui, tu fais du TikTok Ads. Enfin, les gens viennent te voir principalement parce qu'ils t'ont entendu, peut-être sur des podcasts, peut-être que c'est du bouche à oreille. Mais en tout cas, on te veut que toi. Et dans ces cas-là, effectivement, il y a une décorrélation entre le prix que tu vas facturer et ce que tu vas faire. Parce que c'est du Gaëtan en fait, tu vois. Bon, Fabien, jusque-là, il nous a donné beaucoup de super conseils, mais pour arriver à nous les donner, il y a quand même beaucoup d'expérience, et généralement, pour obtenir de l'expérience, il faut faire des erreurs. Je vais poser la question suivante, quelles sont les erreurs à éviter? Quoi faire pour tout simplement les éviter? Réponse en vidéo. En tout cas, souvent, tu vois, si tu as vraiment des indépendants qui sont un peu encore en phase TJM, lancement et tout, la première, c'est ne plus vendre ces journées de 9h à 18h. Ça tue un business en fait, parce que c'est un peu la logique. Tu vois, parce qu'on a calqué ça en fait je sais pas, mes parents sont salariés, tu vois, ils vendent leur journée de 9h à 18h, ils arrivent au travail, boum, ils repartent et tout. En fait, vendre ces journées comme ça, c'est un peu compliqué parce que déjà, ça veut dire que toi, t'es mono-client la plupart du temps. Donc en tout cas, mono-client sur une seule journée. Moi, par exemple, dans une journée, je peux avoir 5 projets en même temps que je fais avancer. 5 clients. Comme je disais tout à l'heure, par exemple, c'est 5 projets à 6 000 €. Donc en fait, tu as besoin effectivement d'avancer petit à petit sur plusieurs missions au lieu que ça soit une entreprise qui te bloque 100% de ta journée. Et donc ça, en fait, l'avantage que tu as de ne plus bosser sur une journée complète, mais par exemple, moi, dans mon cas, je bosse que par exemple 2 heures par semaine par client. C'est à peu près ça ma moyenne, mais tu pourrais bosser 2 heures par jour par client, peu importe. C'est l'augmentation du focus sur le projet. Quand je bosse sur un projet, comme c'est des petits moments, je suis toujours au taquet. Je suis au top de ce que je peux produire. La deuxième, en fait, c'est l'accélération de l'apprentissage. Il y a beaucoup, par exemple, de développeurs, de designers, etc., qui vont se vendre à un seul client pendant 3 mois parce que c'est la durée de la mission. La problématique de ça, en fait, c'est qu'en tout cas, ils apprennent, mais à une vitesse d'un seul client. Moi, j'apprends à une vitesse de 5 à 10 clients par mois, tu vois, quand j'étais en mode B2B. Donc ça, c'est super important parce que plus tu vas avoir de clients en parallèle, plus tu vas apprendre vite, plus tu vas pouvoir monter en fait les échelons, comme je disais tout à l'heure, monopole personnel, etc. Après, il y a le côté, tu vas pouvoir vendre de l'accompagnement
Parce qu'en fait, même si tu bosses qu'un certain laps de temps par jour ou par semaine, bah en fait, le client, tu lui dis, bah tiens, t'inquiète pas, on est sur Slack, t'as accès, en fait, on peut se parler pendant toute la durée en fait de la mission. Donc en fait, il a pas l'impression que tu bosses pas pour lui, il a juste l'impression que tu bosses en asynchrone. Et après, il y a aussi pas de facturation des temps faibles, c'est-à-dire que trop souvent en fait quand on est de 9h à 18h, bah on facture des temps de café, des temps de fatigue, des temps de recherche, et ça c'est pareil, le client il veut pas ça. Donc moi ce que je leur dis c'est en gros, est-ce que tu préfères que je bosse une journée et que ça a apporté le résultat, ou tu préfères que je bosse pendant 3 mois pour avoir un résultat qui soit similaire? Bah ils préfèrent souvent appuyer sur un bouton et que ça soit livré et que ça soit efficace. Donc ça c'est la première erreur, en tout cas c'est vraiment focus de bosser sur une seule journée. Après le deuxième, je te l'ai un peu spoilé tout à l'heure, mais ne plus vendre son temps, productiser son offre. Donc ce qu'on appelle productiser son offre, en fait ça veut dire à force de faire la même chose, tu vas devenir sensiblement meilleur. Moi quand je te dis par exemple je bosse 2 heures par client par semaine, avant je faisais pas ça. Avant en fait pour le même package je devais bosser au total 16 heures, 20 heures, tu vois, etc. Mais à force de le faire, j'ai documenté ce qui avait du résultat et en fait ce que les clients, en fait, la loi de Pareto, quoi, tu vois, ce qui apportait vraiment. Et en fait, je vends que ça. Donc l'avantage, c'est que je livre maintenant des méthodes validées, actionnables. Je peux standardiser mes process, donc effectivement en gagnant du temps. Il n'y a pas de négociation, c'est que de la vente de packs. Donc moi, en fait, j'ai qu'un seul pack. Tu vois, c'est 6 000 €. C'est tu prends ou tu prends pas. Et après, il y a aussi le gain de temps en termes de performance pour le client, comme je te disais. Aujourd'hui, la plupart des clients, eux, ce qu'ils veulent, c'est le résultat. Et en fait, ils préfèrent appuyer sur un bouton et avoir directement le truc setup que de te demander de bosser pendant une semaine pour avoir le truc setup. Et après, le troisième, on va dire, c'est ne plus se vendre comme un prestat. Parce que quand on est indépendant, en fait, souvent, on se vend un peu comme un petit prestataire, tu vois, le mec qui est un peu le sous-fifre du client. Faut vraiment réussir, en fait, à choisir ses clients et travailler d'égal à égal. Ça veut dire qu'en gros, toi, quand t'es indépendant, t'as ton cadre. Et il faut que tu l'aies. Le client, il a son cadre. Le client, il t'envoie un cahier des charges, il te dit, voilà, moi, ce dont j'ai besoin. Et toi, en fait, de ton côté, tu dois pas dire, ok, toi, en fait, t'es en train de me dire que, a priori, t'as besoin que de ça, ça, ça. Ok, bah, je vais m'arranger. Non, tu t'arranges pas. Toi, t'as un package. Des fois, je le dis, mais tu vois, c'est un peu comme un McDo. Si tu disais, moi, je veux juste 2 nuggets et 3 frites, parce qu'en fait, j'ai une petite faim. Ils vont dire, non, mais en fait, nous, on vend des boîtes de 6, des boîtes de 9. Les frites, c'est frites Coca, machin, tu vois. Et en fait, ils te vendent un package. Et en fait, en tant qu'indépendant, le fait qu'on s'adapte des fois au cahier des charges précis du client, et ben, en fait, on est en train de renier dans son package, renier dans ses marges. Et en fait, à la fin, on vend plus le truc à 1 500, on vend un truc à 500 € parce qu'en fait, on prend plus ça, on prend plus le truc à tiroir, tu vois. Ouais. Donc voilà. Et là, le fait d'être égal à égal, c'est ton client, il postule. Toi, tu peux lui dire, en gros, moi ça fit ou ça fit pas. Faut que tu crées en fait cet équilibre là en disant tu me sélectionnes mais moi aussi je te sélectionne. Tu peux jouer sur du FOMO. Moi c'est ce que je faisais, je prends entre 5 et 10 boîtes par mois. Je te disais en gros bah le mois d'après il reste que 3 places, c'est à prendre ou à laisser. Tu vois, et après il y a le côté aussi, si vraiment tu peux le faire, c'est mieux, c'est de demander vraiment 100% du paiement à la commande. Tu vois, c'est vraiment ça, c'est le best du best, mais c'est de dire OK, moi en fait, j'ai pas envie d'aller courir derrière tu vois les trucs administratifs, c'est pas mon job. Mon job moi c'est faire du marketing, paiement en début de mission. Et pour info, les 2-3 fois j'ai pas respecté mon propre mojo. J'ai toujours galéré à récupérer l'argent. Donc, c'est un indicateur. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On approche de la fin. Je vais laisser la parole une dernière fois à Fabien pour qu'il vous dise où est-ce que vous pourrez le retrouver. Il aura une petite surprise pour vous. Vous pourrez aller regarder le lien dans la description si ça vous intéresse. Allez, ciao. 2 possibilités, soit déjà vous me retrouvez sur LinkedIn, c'est là où je suis le plus actif. Sinon effectivement on a, comme je te disais, un programme qui s'appelle le Sales Lab pour info. On est un rebranding actuellement, on va changer de nom. Donc voilà, en avant-première. Je donne pas le nouveau nom, vous taperez lesalesLab.com et vous tomberez sur le nouveau site. Sachez que voilà, nous on a un véritable programme. On est 3, il y a Thomas, Maxime et moi, en fait, on a chacun en fait nos compétences, tu vois, on n'est pas en tout cas, on peut pas dire à moi tout seul, je peux t'aider en fait à construire une offre, les vendre, etc. C'est un poste. Par contre, effectivement, on a vraiment été de structurer. Qu'est-ce qui permet à un indépendant aujourd'hui de trouver ses clients? Mais ça passe par créer une offre, monter un tunnel, communiquer sur LinkedIn, faire de la prospection, faire du closing, etc., etc. Donc, de toute façon, tu le sais, Gaëtan, parce que tu en es client depuis pas mal de temps déjà. Tu es dans les 50 premiers, je pense. Ça fait un moment, en tout cas, que j'ai rejoint. C'est cool et c'est pour ça, en fait, que je te fais intervenir, quoi. Donc, merci, Fabien. Yes, et inscrivez-vous avec le lien qu'on vous mettra juste dans la description pour info, parce qu'en fait ça va être un lien d'affiliation. Il faut un petit peu que Gaëtan aussi puisse être rémunéré pour les interviews qu'il fait. Ouais, merci Fabien.